En février 1973, Montana. La plupart des constructeurs du comté de Flathead commettaient les mêmes erreurs. Des cabanes mal isolées qui perdaient leur chaleur, et des sous-sols qui se transformaient en chambres glaciales. Les constructions métalliques accumulaient l'humidité, entraînant une dégradation généralisée. Pendant ce temps, un individu en particulier était qualifié d'imprudent. Le constructeur le plus expérimenté du comté a examiné ses plans, déclarant « C'est un piège mortel, tout simplement ». Mais si ce concept apparemment désastreux dans l'histoire de la construction était en fait l'innovation la plus ingénieuse jamais introduite dans cette vallée? Imaginez ce scénario, une coque métallique incurvée reposant sur une fondation rocheuse, ressemblant plus à une fortification militaire qu'à une résidence. Les voisins qui passaient exprimaient leur désapprobation, tandis que les entrepreneurs locaux pariaient sur son effondrement éventuel. Et un seul individu, souvent solitaire dans son travail, a mis toutes ses ressources sur un concept qui fusionnait deux approches largement considérées comme incompatibles. Les fondations rocheuses étaient jugées dépassées, il était de notoriété publique qu'elles devenaient et restaient glaciales. Certes, les baraquements métalliques concept étaient des surplus bon marché, mais ils restaient inoccupés pour une raison précise. L'accumulation d'humidité les transformait en horreurs dégoulinantes en permanence. Combiner ces éléments n'était pas inventif, c'était inviter les difficultés. Telle était l'opinion dominante jusqu'à ce que l'hiver le plus rigoureux en 10 ans démontre leur erreur collective. Aujourd'hui, vous comprendrez précisément comment un concept autrefois méprisé chez le marchand de bois est devenu l'habitation la plus reproduite dans un rayon de 50 miles. De plus, à la fin, vous découvrirez la figure singulière qui a rendu tous les détracteurs sans voix. Si vous souhaitez des méthodes de pionniers authentiques chaque semaine, des stratégies qui se sont avérées efficaces lorsque la survie était réellement en jeu. Veuillez vous abonner immédiatement et laisser un commentaire indiquant votre lieu de visionnage. Car les événements de cet hiver particulier du Montana transformeront à jamais votre perspective sur la production de chaleur. Nous allons maintenant revenir à son origine. L'individu en question s'appelait Ray Hutchins. Charpentier de profession, soudeur par les circonstances, et réputé pour son obstination. Pendant 3 hivers consécutifs, Ray avait observé ses voisins épuiser rapidement de grandes quantités de bois de chauffage. Uniquement pour rendre leur résidence minimalement habitable, la méthode conventionnelle employée dans le comté de Flathead était simple. Ériger une habitation à ossature bois et l'isoler au plus haut degré financièrement réalisable. Installer un poêle à bois et maintenir son approvisionnement en combustible sans interruption. En février, les foyers s'engageaient dans des sessions de combustion de 16 heures par jour. Uniquement pour maintenir une température intérieure de 50 degrés. Les niveaux souterrains présentaient un défi encore plus grand. Les fondations rocheuses, qui jouissaient d'une confiance universelle, se transformaient en drains thermiques. D'énormes conduites de chaleur qui attiraient la chaleur vers le bas plus rapidement qu'aucun appareil de chauffage ne pouvait la restaurer. Béton coulé finement, sans barrière thermique séparant le sol de la zone habitable. Des dépenses de chauffage qui dévoraient la moitié des revenus d'une famille en hiver, puis vinrent les constructions métalliques. Des baraquements Quonset en surplus, ces abris militaires en forme de demi-cylindres incurvés. Étaient peu coûteux et facilement accessibles après-guerre, pourtant les constructeurs les évitaient. Pour un usage résidentiel, le problème constant était la transpiration du métal, provoquant l'accumulation de condensation à l'intérieur. L'humidité de surface goûtait sur toutes les surfaces, entraînant du bois pourri, des outils corrodés, et transformant les espaces de vie en lieux glaciaux. Et humides. Ray le percevait différemment, il n'était pas un étranger urbain apportant des concepts sophistiqués. Ayant grandi dans le Montana, il avait consacré 15 ans à la charpente de maison. 5 années supplémentaires furent consacrées à souder des silos à grains et des charpentes de grange. Il comprenait aussi bien le bois que le métal. De plus, il saisissait une vérité que de nombreux constructeurs étaient trop arrogants pour admettre, les techniques conventionnelles largement approuvées ne fonctionnaient pas efficacement. Il avait expérimenté l'intérieur de ses résidences en rondins bien construites pendant le froid rigoureux de janvier. Il observait des familles rassemblées à moins de 2 mètres du chauffage, car s'éloigner davantage rendrait la respiration visible. Il voyait des individus se lever toutes les 3 heures pour attiser les flammes, comprenant que laisser le feu s'éteindre signifiait se réveiller dans une maison à 40 degrés. Il écoutait les plaintes concernant l'utilisation du bois, notant comment un foyer pouvait consommer 4, 5, voire 6 cordes en un hiver, tout en ayant froid la plupart du temps. Ray avait également acquis suffisamment d'expérience avec les constructions métalliques pour réaliser que le problème de la condensation n'était pas inhérent au métal lui-même, mais provenait plutôt d'une isolation et d'une gestion de l'humidité inadéquate.
Naturellement, une baraque Quonset non isolée servant d'abri de stockage accumulerait de l'humidité. Cependant, si elle était correctement isolée et son humidité contrôlée, cette enceinte en acier courbé se transformait en l'une des formes les plus éco-énergétiques imaginables. Il n'y aurait pas de pompe thermique via les montants, pas de ferme de toit complexe dissipant la chaleur, simplement une arche ininterrompue qui évacue la neige et le vent avec une efficacité inégalée. Concernant le problème des sous-sols en pierre, c'était encore plus simple, les gens les construisaient mal. Ils présentaient des murs minces, une exposition directe au sol gelé et pratiquement aucune masse thermique. Cependant, en creusant suffisamment profondément, en construisant avec une épaisseur suffisante et en comprenant la véritable mécanique de la construction enterrée, la pierre pouvait devenir un avantage. Le sol à 8 pieds sous la surface restait non gelé, maintenant une température constante de 48 à 52 degrés tout au long de l'année. Dans le Montana, cela représentait une source de chaleur de fondation gratuite, à condition de savoir comment l'exploiter. Il avait participé à un nombre suffisant de projets de construction, pour saisir un concept négligé par beaucoup. Le problème ne résidait pas dans les substances elles-mêmes, mais plutôt dans leur application. La pierre n'était pas un obstacle à la chaleur, au contraire, elle offrait un remède si elle était dotée d'une masse adéquate. La structure métallique fonctionnait comme une enceinte efficace, pas comme un collecteur de condensation. En supposant une isolation correcte et un flux d'air régulé, à l'automne 1972. Ray fit un pas, qui allait le faire passer pour irrationnel pendant les 4 mois suivants. Son intention était d'ériger une hutte Quonset, une structure en acier cintré de 24 pieds de large. Celle-ci serait placée juste au-dessus d'un sous-sol en pierre, plus précisément une cave complète de 8 pieds de profondeur, plutôt qu'une base peu profonde. Ces murs, faits de grès local de 2 pieds d'épaisseur, étaient creusés dans le sol, assurant une température constante. La température restait constante toute l'année, avec 2 niveaux, la pierre en dessous et l'acier au-dessus. Un mélange de tradition et de modernité, alliant volume et efficacité. Dès que la nouvelle se répandit, les réactions furent instantanées. Vous souffrirez simultanément de températures glaciales et d'engorgement, le métal se condensera abondamment. Une pompe de puisard sera nécessaire dans votre zone de couchage, à l'intérieur du sous-sol en pierre. Vous n'avez fait que créer une glacière avec un couvercle orné. Ray n'offrit aucune réfutation, il persista simplement dans ses efforts. Ceci révèle la construction réelle de Ray, et la raison pour laquelle elle a causé un tel malaise aux autres. La cave était l'entreprise principale, il a creusé jusqu'à une profondeur de 8 pieds dans la terre ferme. Ensuite, il a revêtu les murs de blocs de grès, pesant chacun environ 40 livres en moyenne. Les murs ayant 2 pieds d'épaisseur, cela représentait environ 4000 livres de roche. Pour chaque pied linéaire de mur. Le sol fut laissé comme de la terre densément compactée. Sans dalles de béton pour servir de conducteur de chaleur, le sol maintenait une température stable de 48 degrés. À 52 degrés toute l'année, naturellement isolé par le sol lui-même. De petites fenêtres furent installées par lui sur la face sud de la cave en pierre. Juste assez pour laisser entrer le soleil d'hiver pendant les périodes où son angle est bas. Au cœur du sous-sol, il a construit un poêle de masse à bois. Il a été conçu pour diffuser lentement de la chaleur, pendant 18 à 20 heures. Ces murs de pierre absorbaient de la chaleur, la retenaient, puis la relâchaient petit à petit. Le poêle de masse lui-même était vital, démontrant le principe de la masse thermique. Ray a choisi de ne pas installer un poêle à bois métallique typique, car ces appareils brûlaient intensément et rapidement. Plutôt que de laisser la majeure partie de la chaleur s'échapper par la cheminée, il a construit un poêle de masse à contre-courant de style finlandais. Utilisant des briques réfractaires et un système de conduit sinueux, qui faisait circuler les gaz chauds. Avant de s'échapper par plusieurs canaux. 70 à 80% de la chaleur produite par la combustion était ainsi capturée. La rayonnant lentement dans le sous-sol en pierre toute la journée, la masse même du poêle, agissant comme une autre batterie thermique, était constituée d'environ 2000 livres de briques. Une seule flambée matinale garantissait qu'il restait chaud au toucher jusqu'au matin suivant, en ajoutant les 4000 livres de pierre par segment de mur. Un réservoir thermique souterrain avait été créé par Ray, la terre le protégeant des changements de température extérieure. La chaleur était absorbée et retenue par la pierre, le système complet fonctionnait comme un énorme radiateur à libération lente. Pourtant, c'est le détail particulier que la plupart des gens n'ont pas remarqué. L'intention de Ray n'était pas de chauffer le sous-sol à 70 degrés. Au lieu de cela, il le chauffait à 60 ou 65 degrés, juste assez chaud pour émettre un flux de chaleur constant vers le haut. Vers l'espace de vie au-dessus, mais sans devenir si chaude que cela gaspille de l'énergie.
Ici, l'aménagement sur 2 niveaux est devenu crucial. Par la suite, le Quonset est apparu. Ray a acquis un kit Quonset préassemblé, à l'origine un surplus militaire. Composé de nervures en acier cintré et d'une peau en métal ondulé, il l'a assemblé. Il l'a placé directement au-dessus des murs du sous-sol en pierre, fixant le joint avec un joint en caoutchouc continu. Avec un traitement de la lisse basse, le Quonset servait d'étage principal d'habitation. À l'intérieur, il comprenait une zone de couchage, une cuisine et des sièges, mesurant 16 pieds de large et 24 pieds de long. L'arche centrale offrait une hauteur sous plafond de 10 pieds, mais cet aspect particulier exaspérait les professionnels de la construction. L'intérieur du Quonset a été isolé par lui avec 6 pouces de matelas de fibre de verre. Par la suite, il a appliqué un pare-vapeur, puis un lambris de pin à rainures et languettes par-dessus. Pour capter la chaleur solaire tout au long de la journée, il a installé 2 grands puits de lumière au sommet de l'arche. À chaque pignon, il a installé des évents réglables pour réguler le mouvement de l'air et empêcher l'accumulation d'humidité. La barrière anti-humidité était positionnée sur la face la plus chaude du matériau isolant. C'était vital pour empêcher l'humidité d'entrer en contact avec l'extérieur métallique froid. Il a scellé chaque joint. Une barrière d'air continu a été établie par lui, cela n'était pas basé sur des conjectures. Cela représentait un contrôle intentionnel de l'humidité. Les évents réglables lui permettaient d'expulser l'air humide généré par la cuisine et le bain, avant sa condensation à tout endroit. Pendant la saison hivernale, les puits de lumière remplissaient une double fonction. Avec le soleil positionné bas sur l'horizon sud, ces puits de lumière orientés vers le sud absorbaient les rayons solaires directs. Même par temps froid, le soleil réchauffait l'atmosphère intérieure. Qui montait naturellement au point le plus haut de l'arche, redescendant ensuite à mesure que sa température baissait. Chaleur illimitée. En été, Ray avait la possibilité d'ouvrir à la fois les évents et les puits de lumière. Pour générer une ventilation transversale, expulsant l'air chaud et aspirant l'air plus frais vers le haut depuis le sous-sol en pierre frais et ombragé en dessous. Les principes scientifiques étaient solides. Le sous-sol, construit en pierre, fonctionnait comme un réservoir de chaleur, absorbant la chaleur d'un poêle en briques. Et la température constante de la terre, la diffusant ensuite vers le haut dans le Quonset. L'extérieur métallique isolé retenait cette chaleur, empêchant toute fuite thermique par le toit. Et dirigeait l'énergie radiante vers le bas. L'aménagement sur 2 étages établissait une stratification naturelle des températures, l'air plus chaud montant dans la zone habitable. Et l'air plus frais descendant au niveau inférieur, où la structure en pierre le réchaufferait. Il a même construit l'escalier extérieur en pierre avec un espace délibéré pour l'air entre ses marches et le mur du sous-sol, servant de barrière thermique intentionnelle pour empêcher la transmission du froid. Ray a élucidé ces concepts à une poignée d'individus, cependant, la majorité n'y a pas prêté attention. Les ouvriers du bâtiment expérimenté percevaient des dangers à chaque tournant. Le métal accumule la condensation, affirmait-il. L'ossature en bois est essentielle pour la ventilation, soutenait-il. Des inquiétudes sont apparues concernant l'intégrité structurelle. Spécifiquement, si les murs de maçonnerie seraient capables de supporter la masse du Quonset. Ils ont également remis en question le coût, en particulier sous de fortes chutes de neige, déclarant « Une habitation conventionnelle aurait pu être érigée pour la moitié du prix ». Les entrepreneurs de la région ont exprimé leurs opinions plus directement. Un individu, un tailleur de pierre très estimé nommé Victor Carroll. Il était présent à l'extérieur du chantier un après-midi de novembre, et a déclaré, audiblement pour toute l'équipe. Ce sous-sol en pierre perdra de la chaleur plus rapidement que vous ne pourrez en générer. De plus, une fois que ce métal commencera à transpirer, vos quartiers de couchage ressembleront à une caverne constamment dégoulinante. Victor avait 3 décennies d'expérience dans la construction de fondations en pierre. Il savait que la pierre devenait froide, et le restait. C'était une connaissance commune. Le concept de transformer une cave en pierre en émetteur de chaleur semblait illogique. De son point de vue, la pierre extrayait la chaleur des structures. C'était simplement ainsi que fonctionnait la physique. Cependant, Victor ne pensait qu'à des murs de pierre mince touchant directement le sol gelé. Il n'avait pas pris en compte des murs de 2 pieds d'épaisseur, isolés extérieurement par 8 pieds de terre et régulièrement chauffés par une unité de maçonnerie à forte inertie thermique. Il s'agissait d'une configuration complètement distincte. Ray tenta d'expliquer la différence. Victor parti, les gens ne remettaient pas seulement en question la conception structurelle, mais aussi le concept d'une habitation qui n'avait pas une apparence conventionnelle. Ce n'est pas une résidence, murmura quelqu'un à la quincaillerie. C'est plutôt un abri fortifié surmonté d'une grange.
Ray persista dans son travail, il possédait des connaissances qu'ils ignoraient. Il comprenait que la masse thermique ne dissipe pas la chaleur lorsqu'elle est isolée extérieurement et alimentée en chaleur intérieurement. Il savait que le métal évite la condensation lorsque le pare-vapeur est géré et qu'un flux d'air adéquat est assuré. Il reconnaissait également qu'une structure au profil modeste et au toit incurvé évacue le vent et la neige plus efficacement qu'une charpente pointue. Néanmoins, aucun de ces points ne serait significatif avant l'arrivée de l'hiver. En décembre, Ray avait emménagé. La structure concept était achevée, l'unité de chauffage souterraine était en place. Pendant plusieurs semaines, les murs de pierre avaient absorbé la chaleur ambiante, et les critiques devinrent plus sévères. Victor Carroll n'était plus seulement dubitatif, il s'exprima ouvertement, informant les clients du restaurant que Ray avait construit un bien problématique. Il affirmait que la pierre agirait comme un absorbeur thermique, extrayant la chaleur de la zone habitable et la transférant dans le sol frigide. Il prétendait que l'extérieur métallique générerait du givre interne pendant les soirées froides, et que l'humidité s'accumulerait dans l'espace entre l'isolation et le revêtement intérieur, rendant l'édifice entier inhabitable. En février, un autre constructeur, un spécialiste de la charpente connu sous le nom de Gill Sanderson, exprima une désapprobation encore plus forte. Il avait vu des structures concept utilisées comme installation de stockage, ainsi que des abris pour équipement, et avait personnellement rencontré le problème de la condensation. Si vous mettez des gens à l'intérieur, remarqua-t-il, leur respiration, leur cuisine, leur chaleur corporelle est inhérente. Tout cela se condensera sur ce métal frigide. Vous vous réveillerez pour trouver de la glace recouvrant l'intérieur de votre plafond. Gilles travaillait dans l'industrie de la construction depuis 22 ans, il avait érigé des charpentes de maisons pendant de rudes Winters avait observé ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, et basé sur son expérience personnelle. Il croyait que les structures métalliques étaient destinées à l'équipement, pas à l'habitation humaine. Il avait traversé une hutte concept non chauffée en janvier, observant du givre épais comme un doigt. Il recouvrait les nervures internes, avec des lignes d'égouttement s'étendant jusqu'à former des flaques sur le sol. Toute la coque intérieure était humide et glaciale, l'idée d'y vivre. Y dormir ou y élever une famille lui semblait imprudent, même avec une isolation supplémentaire. Il a informé un groupe à la scierie, vous dormiriez toujours sous un toit métallique gelé. Ce n'est pas une habitation, c'est un pari, et ce n'étaient pas seulement les huttes concept qui préoccupaient les gens. Le sous-sol en pierre les troublait encore plus, Victor Carroll soulignait constamment ce point. La pierre, à son avis, était le problème. J'ai construit des fondations pendant 30 ans, a-t-il déclaré. Il a expliqué, et je peux vous dire, la pierre devient froide en hiver et le reste. Vous ne pouvez pas chauffer la pierre. La pierre ne procure aucune chaleur. Il l'avait observé dans chaque sous-sol sur lequel il avait travaillé. Les murs de pierre froid et les sols de pierre glaciale poussaient les familles à éviter leur sous-sol, de novembre à mars, car c'était comme entrer dans un réfrigérateur. Le concept selon lequel le sous-sol de Ray produirait en quelque sorte de la chaleur. La stocker et la rayonnée vers le haut semblaient n'être qu'un vœu pieux. Il n'y avait pas que les professionnels, les voisins aussi donnaient leur avis. Une famille, qui résidait dans la vallée depuis 30 ans, l'a dit clairement. Un vrai homme construit une maison en rondin et entretient le feu, contrairement à cette structure qui se cache de l'hiver. La critique contenait une dimension culturelle, qui allait au-delà de la simple ingénierie. Dans le comté de Flathead, l'habitation d'une personne transmettait un message sur son propriétaire. Une cabane en rondin, par exemple, témoignait d'une appréciation pour le patrimoine. Vous compreniez la diligence, n'aviez pas peur des forces de la nature, affrontiez l'hiver de front et mainteniez le foyer allumé. Vous persévériez, pourtant un abri métallique souterrain et incurvé semblait être un sanctuaire, suggérant une personne cherchant à échapper aux difficultés, plutôt que de les affronter. Bien que non explicitement dit, le sentiment sous-jacent parmi les gens était évident. Si l'on était réticent à se lever toutes les quelques heures pour entretenir un feu, on était jugé inapte pour le Montana. Ray n'offrit aucune réponse, il allumait simplement son poêle en briques chaque jour. Il laissait la cave se réchauffer et observait le fonctionnement de l'appareil. Par la suite, janvier commença durant sa deuxième semaine. Le mercure chuta à -15 degrés Fahrenheit. Au milieu du mois, il était tombé à -22 pendant la nuit. Une masse d'air glacial est restée stationnaire au-dessus de l'ouest du Montana. Pendant 11 jours consécutifs, le thermomètre est resté en dessous de zéro. Les températures maximales diurnes oscillaient entre -5 et -10 degrés.
Dans tout le comté de Flathead, les foyers se sont retrouvés en état d'urgence. Les habitants consommaient continuellement du bois de chauffage, réapprovisionnant leurs poêles toutes les 4 heures, et se levant à 2 heures du matin pour entretenir les braises. Les habitations qui maintenaient habituellement 55 degrés peinaient désormais à dépasser 45. Les caves se transformaient en chambres glaciales. Les conduites d'eau éclataient dans les espaces confinés. Les individus commençaient à dormir dans leur pièce de vie principale, se positionnant aussi près que possible de l'unité de chauffage, superposant des plaids en laine et des sacs de couchage en duvet. Une famille en particulier, les Callahan, a consommé une corde entière de pain coupé en une demi-semaine. Avec 3 jeunes enfants, ils n'osaient pas laisser les flammes s'éteindre pendant la nuit. Jim Callahan programmait son réveil pour qu'il sonne toutes les 3 heures uniquement dans le but de recharger la chaudière. À la fin de la première semaine, il semblait n'avoir pas dormi depuis 4 semaines. Un autre résident voisin, un couple âgé connu sous le nom des Haverford, a abandonné les efforts pour chauffer toute leur habitation. Ils ont cloisonné les quartiers de couchage, isolé les portes avec des couvertures et résidaient uniquement dans la zone de cuisson et le salon principal. Malgré ces mesures, la température intérieure est restée autour de 45 degrés. Ils portaient des vêtements d'extérieur à l'intérieur, et dormaient dans des combinaisons thermiques. Les dépenses de services publics pour le chauffage ont grimpé en flèche. Un seul foyer a consommé 3 cordes complètes de bois en 15 jours. Pourrait-il le faire durer jusqu'en mars? Par la suite, la tempête de neige est arrivée. Le 6 février, un système météorologique de basse pression a déposé 22 pouces de neige sur une période de 36 heures. Les rafales de vent ont atteint des vitesses de 40 miles par heure. Les températures ont chuté à moins 34 degrés Celsius. Certaines parties du comté ont subi des pannes de courant. Les grandes artères sont restées impraticables pendant 3 jours entiers. Les individus ont dû se débrouiller seuls. La forte tempête de neige a apporté plus que de la neige. Elle a également généré des vents soutenus allant de 40 à 55 km par heure. Les rafales de vent ont dépassé les 60 km par heure. De tels vents puissants ne font pas qu'intensifier la sensation de froid. Ils extraient activement la chaleur des bâtiments. Ils pénètrent chaque fissure, chaque ouverture et chaque point vulnérable de l'extérieur d'une structure, en extrayant la chaleur. Les résidences à ossature bois craquent sous la contrainte. 1,20 m de neige s'est accumulé contre les façades nord. Des courants d'air froid se sont infiltrés par les cadres de fenêtres, les montants de portes et les prises électriques. Les mesures domestiques comprenaient le placement de serviettes sous les portes et le collage de plastique sur les fenêtres, uniquement pour atténuer la fuite de chaleur et l'entrée du froid. Moins de 34 degrés Celsius représente un froid d'une intensité unique. C'est le genre de froid qui provoque une gêne respiratoire à l'inhalation, transforme l'huile moteur en une pâte épaisse, et fend le bois de chauffage vert lorsqu'il est allumé, en raison de l'humidité interne qui gèle et se dilate plus rapidement que le bois ne peut le supporter. Cela s'est avéré être le défi ultime. Prêtez une attention particulière, car les événements ultérieurs ont fait honte à tous ceux qui avaient qualifié le plan architectural de raid de piège mortel. Victor Carroll a rendu visite le 3e jour de la forte tempête de neige. Son but n'était pas d'aider, mais de vérifier si Ray avait succombé au froid. Il a frappé à l'entrée de l'escalier extérieur en pierre, s'attendant à découvrir Ray recroquevillé près d'un foyer ardent, consommant du bois de chauffage au même rythme rapide que les autres. Au contraire, Ray a ouvert la porte vêtu seulement d'un t-shirt. La température interne de la résidence Quan affichait 22 degrés Celsius. Victor est resté immobile, la neige s'accumulant sur ses épaules. Le vent coupait à travers la vallée exposée à moins 34 degrés Celsius. Il a regardé attentivement et a demandé « Combien de bois consommez-vous » Ray a répondu avec un sourire. « J'ai allumé l'appareil de chauffage hier matin, je ne m'en suis pas occupé depuis, un tel exploit semblait impossible. Pas au milieu de ces conditions glaciales, ni avec de telles rafales puissantes. » La demeure personnelle de Victor, une maison en rondin solidement construite avec 15 cm d'isolation en fibre de verre et un poêle à baril contemporain, maintenait une température de 9 degrés Celsius. Même s'il brûlait du bois toutes les 4 heures, son épouse l'avait appelé plus tôt ce jour-là, lui demandant s'il devait déménager chez de la famille en ville. L'appareil de chauffage fonctionnait à pleine capacité, mais il n'arrivait pas à élever la température de la maison au-delà de 10 degrés Celsius. Pourtant, Ray était là, 36 heures après son dernier feu, vêtu en manches de chemise à l'intérieur d'une structure métallique que tout le monde avait prédit être un espace non chauffé. Victor a demandé à entrer. Ray s'est écarté, confirmant la réalité. C'est ce qui se passait réellement dans la résidence de Ray, et les chiffres sont indéniables.
Le niveau souterrain en pierre, contenant environ 6000 kg de grès par mètre linéaire de mur, avait accumulé de l'énergie thermique du poêle de masse pendant 2 mois avant le début de la tempête de neige. Ces murs étaient complètement saturés de chaleur, émettant une chaleur constante à environ 17 à 18 degrés Celsius. Le plancher en terre, isolé par 2,40 m de terre, maintenait une température constante de 10 degrés Celsius. Chaque fois que Ray allumait quotidiennement l'appareil de chauffage en maçonnerie, la pierre absorbait la chaleur et la dissipait progressivement tout au long des 18 à 20 heures suivantes. L'air chaud montait naturellement par l'escalier ouvert vers l'espace de vie du conseil, situé au-dessus de la structure métallique isolée. Cette chaleur était retenue par 6 pouces de fibres de verre et un pare-vapeur. Le vent et la neige étaient efficacement évacués par le toit incurvé. Les puits de lumière, orientés au sud, étaient à double vitrage. Même par temps nuageux, ils captaient le rayonnement solaire. Cela apportait une chaleur passive pendant les heures limitées d'ensoleillement. La conception du poêle de masse s'est avérée cruciale dans ce contexte. Contrairement à un poêle métallique typique, qui libérait rapidement la majeure partie de sa chaleur, envoyant le reste par le conduit. Le poêle de masse achevé de Ray, cependant, retenait 70 à 80% de la chaleur générée par la combustion dans sa masse de briques substantielle. Ce réservoir thermique de 2000 livres émettait de la chaleur pendant une période entière de 24 heures. Intégré au mur de pierre, Ray avait conçu un mécanisme de rétention de chaleur qui ne nécessitait pas de flamme constante. Considérez les implications de ceci. La majorité des poêles à bois fonctionnent sur un principe de chauffage actif, le bois est brûlé, la chaleur est générée, et la majeure partie s'échappe par la cheminée. Ce processus était répété par eux toutes les quelques heures. Le système de Ray, à l'inverse, fonctionnait sur la base de la chaleur accumulée, une seule combustion, l'énergie capturée dans la masse thermique, puis progressivement libérée sur une journée entière. Cela représentait la distinction entre un coureur de courte distance et un coureur de longue distance, partageant la même production d'énergie globale mais employant une méthode de diffusion entièrement différente. De plus, le sous-sol en pierre n'accumulait pas seulement la chaleur du feu. Il bénéficiait également de la température constante du sol trouvé à 8 pieds sous la surface. Tout au long de l'année, le sol du Montana maintient une température comprise entre 48 et 52 degrés. Bien qu'insuffisant pour chauffer une habitation de manière autonome, cela offre un avantage significatif lorsque les températures extérieures chutent à -30. Les murs de pierre ne perdaient pas de chaleur vers la terre gelée, au lieu de cela, ils en étaient protégés par 8 pieds de terre. Leur seul contact était avec des températures constantes et modérées, en dessous, et de l'air réchauffé au-dessus. Cela a conduit à une excellente stabilité thermique. Alors que ses voisins alimentaient des feux 16 heures par jour, simplement pour maintenir 45 degrés, il élevait la température de sa maison. Il maintenait constamment entre 68 et 72 degrés, avec une seule flambée quotidienne. Parfois, il se passait de chauffer pendant une journée entière, et la température ne diminuait qu'à 65 degrés. Maintenant, comparons cela aux résidences typiques des environs. Pendant la vague de froid, une maison à ossature bois conventionnelle de 1500 pieds carrés, isolée avec 3 pouces de fibre de verre, faisait fonctionner un poêle à bois moderne sans interruption. Sa température intérieure fluctuait entre 42 et 55 degrés. Sur une période de 2 semaines, la consommation s'élevait à 1,5 cordon. Considérons la résidence de Ray, un Quonset sur pierre. Environ 900 pieds carrés de surface habitable totale maintenait une température intérieure comprise entre 65 et 72 degrés. La consommation de bois pour la même durée de 2 semaines était d'1 tiers de corde. Cela représente une réduction de 65% de la consommation de bois pour une habitation nettement plus chaude. Les voisins les plus proches de Ray, les Callahans, ont méticuleusement documenté leur relevé cet hiver-là, car ils cherchaient à déterminer leurs dépenses de combustible pendant la période de froid de 14 jours. Ils ont consommé 1,4 cordes de sapin de Douglas séché. Leur température intérieure moyenne enregistrait 49 degrés. Le poêle nécessitait d'être rechargé toutes les 3 à 4 heures, continuellement, jour et nuit. Ray, en revanche, a utilisé 0,4 cordes pendant cette même période. La température intérieure moyenne de sa maison était de 69 degrés. Il allumait le poêle de masse une fois toutes les 24 heures, parfois toutes les 36 heures. Les Haverford, un couple âgé vivant à proximité, avaient renoncé à chauffer toute leur résidence. Ils en avaient scellé les 2 tiers, se concentrant sur le maintien de la seule cuisine habitable. Même dans cette zone réduite, ils consommaient 0,9 cordes de bois en 2 semaines, et pourtant leur température restait dans les 40 degrés.
Cependant, ce qui a vraiment étonné tout le monde pendant le blizzard, lorsque les températures extérieures ont chuté à 30 degrés et que d'autres maisons sont tombées dans les basses 40 degrés, c'était la maison de Ray. Malgré des feux continus, la demeure de Ray n'est jamais descendue en dessous de 65 degrés. La différence de température, ou delta, entre l'extérieur et l'intérieur était de 95 degrés. Ses voisins non chauffés, ceux qui avaient laissé leur feu s'éteindre pendant la nuit pour économiser du bois, ont trouvé leur maison à degrés à l'intérieur. La maison de Ray, après une seule flambée heures auparavant, est restée degrés plus chaude que les leurs. C'était 55 degrés plus chaud pendant le froid le plus rigoureux que le comté de Flathead ait connu en une décennie. Cet après-midi-là, Victor est descendu dans le sous-sol en pierre. Il souhaitait observer personnellement la source de chaleur. Le poêle de masse était chaud au toucher, mais pas brûlant. On pouvait y poser la main confortablement. Les murs de pierre émettaient une chaleur douce, pas une chaleur intense, mais une chaleur constante et uniforme, un peu comme se tenir près d'une autre personne. Ce n'était pas un feu, il a touché les murs, et ils étaient chauds. Il a examiné le sol en terre battue, notant sa sécheresse et sa stabilité. Il a inspecté le plafond où le quartz rencontrait la pierre. Il n'y avait pas de condensation, pas de gel, pas d'humidité, juste du bois sec et de l'air chaud montant naturellement dans l'espace de vie au-dessus. Le sous-sol en pierre ne perdait pas de chaleur, au contraire, il l'accumulait. Le revêtement métallique ne se condensait pas, il avait été correctement isolé et ventilé. Et fonctionnant précisément comme Ray l'avait conçu, Victor Carroll a visité la structure concept ce jour-là. Il a touché les murs de pierre du sous-sol. Chaud au toucher, il a observé le plafond, qui était sec. Il n'y avait ni gel, ni gouttelette. Il se tenait au centre de l'espace de vie et percevait la chaleur uniforme et rayonnante montant d'en bas. Il n'a pas présenté d'excuses, mais il a cessé de parler. La nouvelle s'est répandue plus vite que le front froid n'avait avancé. À la mi-février, une fois les routes dégagées, la maison concept de Ray était devenue le bâtiment le plus discuté du comté de Flathead. Cela a commencé avec Victor Carroll le lendemain de sa visite à la résidence de Ray pendant le blizzard. Victor s'est arrêté au restaurant où les entrepreneurs se retrouvaient habituellement pour le petit déjeuner. Au début, il a peu parlé, il a simplement commandé un café, s'est assis au comptoir et a écouté les plaintes habituelles concernant les tuyaux gelés. Avec une forte consommation et des familles supportant à peine la vague de froid, quelqu'un lui a alors directement demandé: « Avez-vous vu la maison de Ray récemment ? » Et cette structure métallique tient-elle vraiment le coup ? Victor a posé son café. Il fait 70 degrés là-dedans. Il ne brûle qu'un tiers de ce que nous brûlons, et le sous-sol en pierre est chaud. La table est devenue silencieuse. Gil Sanderson, l'entrepreneur en charpente, qui avait été l'un des plus virulents critiques de Ray, s'est penché en avant. La pierre chaude ne retient pas sa chaleur, surtout pas en février. Victor a soutenu son regard. Allez le constater par vous-même, a-t-il insisté, et les gens l'ont fait. Au cours des 2 semaines suivantes, Ray a reçu un flux continu de visiteurs, des entrepreneurs désireux d'inspecter le poêle de masse, des voisins voulant sentir les murs de pierre, et des familles épuisées de devoir attiser les feux toutes les 4 heures, cherchant une solution alternative. Ray les a guidés à travers tout le système. Il a élucidé le principe de la masse thermique, expliquant comment la pierre absorbe lentement la chaleur et la libère ensuite à un rythme encore plus graduel. Cela établit une unité de stockage thermique constante, qui évite les fluctuations rapides. Il a démontré le système de conduit sinueux du poêle de masse et son intérieur substantiel en briques réfractaires, le contrastant avec un poêle métallique conventionnel. Il a illustré comment il retenait la chaleur de la combustion, plutôt que de la laisser s'échapper par la cheminée. Il a également présenté le pare-vapeur du concept, son système de ventilation, ainsi que les lames d'air et les interruptions thermiques intentionnellement conçues. Alors que certains ont saisi le concept instantanément, d'autres ont eu besoin de passer 10 minutes au sous-sol, ressentant la chaleur radiante émanant des murs de pierre de 60 cm d'épaisseur, avant de comprendre. Parmi les premiers à adopter cette méthode figurait un jeune charpentier, Ben Rocker. Il avait eu du mal à chauffer une petite cabane construite l'été précédent. Son ossature en bois conventionnel, son isolation minimale et son poêle métallique nécessitaient de brûler 2 cordes de bois par mois, et pourtant il ne restait que marginalement confortable. Après sa visite chez Ray, il a consacré 3 jours à l'élaboration de plans. Ben n'avait pas les ressources financières pour un ensemble concept complet, mais il avait compris le concept sous-jacent.
Il a creusé un sous-sol partiel, atteignant une profondeur d'1,50 m plutôt que de 2,40 m, et a érigé des murs de pierre sur les expositions nord et ouest, qui subissaient le plus fort du vent. Il a ensuite isolé l'extérieur de la pierre avec des bottes de paille avant de remblayer avec de la terre. Il a conservé sa cabane à ossature bois existante au-dessus du sol, mais a intégré un poêle de masse compact dans le sous-sol partiel. L'hiver suivant, sa consommation de bois a diminué de 50%. De plus, sa température intérieure est devenue constante. Il faisait 15 degrés de plus que l'année précédente. La nouvelle de la réussite de Ben a circulé largement. D'autres professionnels de la construction ont commencé à adopter la méthodologie. La famille Pritchard a construit une cave à légumes avec des murs en pierre sous leur maison actuelle. Par la suite, ils ont créé une ouverture de cette cave vers le plancher de leur salon pour la ventilation. Ils ont placé un poêle de masse compact à l'intérieur de la cave. Les murs de pierre absorbent la chaleur de ce poêle, et la température constante du sol émet de la chaleur vers le haut dans l'habitation. Leurs résultats n'étaient pas aussi frappants que ceux de Ray. Leur résidence était déjà construite, et les modifications apportées à une structure existante présentaient des limitations. Néanmoins, ils ont réduit leur consommation de bois de 30% et augmenté la température de leur sous-sol, qu'ils avaient auparavant négligée, de 20 degrés. De toutes les personnes, Victor Carroll, le maçon qui avait été le critique le plus virulent de Ray, était le plus lent à accepter l'idée chaque hiver. Cependant, fin mars, il visitait de nouveau discrètement la résidence de Ray, désormais muni d'un carnet. Il s'est renseigné sur les dimensions des murs, les choix de pierre, les compositions de mortier et les méthodes d'isolation. Il n'a fait aucune déclaration publique de modification de ces techniques. Au lieu de cela, il a simplement commencé à construire des sous-sols d'une nouvelle manière. L'automne suivant, Victor a reçu un contrat pour poser les fondations d'une nouvelle maison près de Kalispell. Plutôt que le mur de béton coulé typique de 20 cm, il a proposé un plan composite, des murs de pierre de 30 cm sur la façade nord, isolés extérieurement, intégrant un petit renfoncement pour poêle de masse dans le plan des fondations. Le propriétaire a exprimé des doutes. Pourtant, ils se sont fiés à l'expertise de Victor. L'hiver suivant, cette habitation particulière fonctionnait plus efficacement que toutes les maisons similaires des environs. La réputation professionnelle de Victor s'est transformée. Il est passé de maçon conventionnel à spécialiste reconnu pour la construction de sous-sols chauds. En l'espace de 3 ans, une douzaine de versions différentes du concept architectural de Ray ont été érigées dans un périmètre de 80 km autour de sa première habitation. Une partie d'entre elles étaient des structures et concepts complètes construites sur pierre, à l'image de celle de Ray. D'autres constructions présentaient des aménagements partiellement enterrés, intégrant une masse thermique en pierre sur un ou deux côtés. Un petit nombre impliquait des modifications de résidences existantes, où des caves en pierre étaient intégrées en dessous ou derrière elles, connectées via des bouches d'aération ou des escaliers ouverts. Bien que les conceptions aient différé, le principe fondamental est resté le même, utiliser la pierre comme accumulateur thermique, l'isoler de l'extérieur, l'alimenter avec une source de chaleur efficace et lui permettre de diffuser lentement de la chaleur au fil du temps. La scierie de Columbia Falls, située à proximité, a commencé à vendre des kits quantiques. En 1965, 6 unités furent achetées au cours des 12 premiers mois. Frank DeLorean, le propriétaire, a avoué à des gens qu'il n'avait jamais imaginé les structures et concepts comme des habitations avant que les actions de Ray ne démontrent leur potentiel. Il est devenu évident, a déclaré Frank, que l'armée comprenait l'efficacité. Ils avaient négligé les maçons de pierre de la région et ont commencé à commercialiser la construction à masse thermique comme un service de niche. L'explication scientifique complète ne leur était pas toujours claire, mais les résultats étaient indéniables. Ils comprenaient que des murs de pierre robustes, lorsqu'ils étaient correctement isolés et reliés au système de chauffage d'une maison, avaient le potentiel de réduire la consommation de carburant et d'améliorer le confort. De telles preuves suffisaient, convainquant même Gill Sanderson. L'entrepreneur en bâtiment, qui avait auparavant mis en garde contre les problèmes de condensation, a changé de perspective en 1976. Il a érigé un atelier pour son entreprise de menuiserie, en utilisant une conception comparable. Cette structure comportait une arche métallique au-dessus d'un sous-sol peu profond, revêtu de pierre, bien qu'il ait évité le terme concept pour la désigner. Il l'a désigné comme un atelier thermiquement efficace, mais sa source conceptuelle était claire pour tous ceux qui le voyaient. La transformation culturelle était nuancée, mais authentique. En 1972, construire une habitation qui ne ressemblait pas à une cabane ou une maison de ranch standard était considéré comme inhabituel, peut-être même timide, comme si l'on fuyait l'hiver plutôt que de l'affronter.
En 1976, c'était perçu comme intelligent, sensé, le genre d'action entreprise par quelqu'un qui comprenait son environnement et choisissait de ne pas gaspiller les ressources. Braden a acquis une grande notoriété. Il n'a pas lancé d'entreprise ni commercialisé de produits, il a simplement occupé sa résidence, l'a chauffée avec un seul feu par jour et a répondu aux questions des autres. Pourtant, son influence était incontestable. Ce qui était autrefois qualifié de piège mortel en matière de conception est devenu une référence cruciale. Le concept autrefois considéré comme le plus mal avisé du comté de Flathead a prouvé que la sagesse ancienne, masse thermique, abri sous terre et chaleur radiante, pouvait être fusionnée avec des matériaux contemporains pour produire un résultat supérieur à chaque méthode prise individuellement. Ray a compris quelque chose que beaucoup n'ont pas vu, l'innovation ne consiste pas toujours à inventer quelque chose de entièrement nouveau. Parfois, il s'agit de rassembler des éléments déjà efficaces, des choses que les gens ont oubliées ou mises de côté, et de leur permettre d'exercer leurs fonctions inhérentes. La pierre a retenu la chaleur pendant des milliers d'années, et les gens l'ont utilisée dans la construction depuis tout aussi longtemps. Bien avant les archives historiques, les Romains utilisaient des systèmes d'hypocaustes. Ces systèmes chauffaient les sols et les murs, qui continuaient ensuite à rayonner de la chaleur pendant des heures après l'extinction des flammes. Les cultures finlandaises et russes ont conçu des poêles de masse qui pouvaient chauffer une résidence pendant 24 heures complètes avec une seule flambée. Les communautés indigènes de tout l'hémisphère nord ont érigé des habitations semi-enterrées qui restaient chaudes en hiver et fraîches en été en utilisant les températures stables de la Terre. Ray n'a créé aucun de ces éléments, il les a simplement remémorés puis les a fusionnés avec un matériau contemporain, un abri militaire excédentaire construit pour l'efficacité et la robustesse. Cette approche s'est avérée efficace dans le Montana durant les années 1970. Le point principal n'est pas que tout le monde construise une hutte Quonset au-dessus d'un sous-sol en pierre. Au lieu de cela, la leçon cruciale est que les principes appliqués par Ray, masse thermique, isolation appropriée, abri sous terre, source de chaleur très efficace et gain solaire passif, sont universellement applicables. Ils sont fonctionnels, leur efficacité a été perpétuelle, nous avons simplement négligé de le remarquer. Dans un contexte mondial d'augmentation des dépenses de chauffage, de hausse des prix de l'énergie et d'individus dépensant plus de ressources pour moins de confort, Ray a conçu une habitation qui a obtenu le contraire. Une consommation de carburant réduite, une chaleur accrue, des températures constantes et des avantages tangibles. Ce n'est pas de la simple obstination, c'est un témoignage d'ingénierie. L'hiver 1973 a fait plus qu'évaluer l'habitation de Ray, il a examiné l'hypothèse selon laquelle les approches de construction contemporaines étaient automatiquement supérieures aux anciennes. Cette hypothèse suggérait que le progrès impliquait d'abandonner la masse thermique et l'abri sous terre au profit d'ossatures plus légères et de systèmes de chauffage actifs. Ray a invalidé cette prémisse, non par une théorie abstraite, mais avec un thermomètre pratique. L'intérieur affichait 55 degrés de plus, consommait un tiers du bois, et offrait un confort de 70 degrés lors d'un blizzard à moins 30 degrés. Ces chiffres étaient véridiques et ne nécessitaient aucune explication. Ils apportaient la solution. Maintenant, c'est votre tour. Compte tenu de cette solution, quels composants intégreriez-vous à votre habitation aujourd'hui? Le sous-sol à masse thermique, le poêle de masse efficace, le concept d'abri souterrain, ou l'enveloppe métallique isolée. Laissez un commentaire avec votre emplacement et l'hiver le plus rigoureux que vous ayez jamais connu. Voyons combien d'entre nous essaient encore de combattre l'hiver de la manière difficile alors qu'il existe une voie plus intelligente. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur ce bouton. Chaque semaine, je présente une technique de survie authentique de la frontière qui s'est avérée efficace lorsque la survie était en jeu. Pas de concept théorique, pas de spéculation, juste des méthodes éprouvées qui ont résisté à l'épreuve du temps et aux hivers les plus rigoureux que l'Amérique du Nord ait pu offrir. À bientôt dans la prochaine vidéo. Avis éducatif. Cette vidéo propose des reconstitutions inspirées de l'histoire à des fins éducatives et narratives. Bien que les noms des personnages et les événements spécifiques soient fictifs, les techniques, concepts et principes abordés sont ancrés dans des pratiques historiques authentiques et des connaissances physiques ou pratiques bien établies. Toutes les applications motrices doivent être évaluées conformément aux normes actuelles, aux directives de sécurité et aux lois ou réglementations applicables. Ce contenu est purement éducatif et ne constitue pas un avis professionnel, technique ou juridique.